Bienvenue dans le podcast de la douceur des hérissons. Je suis Sarah, spécialiste de la famille recomposée et de la belle méritée. Je vous accompagne pour transformer les épreuves de la famille recomposée en force, pour vous, votre couple, ainsi que pour les enfants. Je vous apprends à tirer bénéfice de cette place de belle-mère, ou de la famille recomposée en général, et à en faire la plus grande richesse de votre vie. Ma mission, briser des tabous, que la famille recomposée ne soit plus source de souffrance, de division, de complexité. Aujourd'hui, je voulais vous faire un numéro sur le burn-out de la belle-mère. Ce numéro, il est issu de mon article intitulé « Belle-mère, marâtre en burn-out, on en parle, symptômes, causes, en sortir ». N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ces sujets vous intéressent. Alors, le burn-out, qu'est-ce que c'est ? C'est un état d'épuisement physique, mental et émotionnel. Ce terme, il est initialement utilisé pour parler de la dégradation d'un état d'une personne au travail. Mais elle s'étend aujourd'hui à la parentalité. On entend assez souvent parler du burn-out maternel. Du burn-out paternel aussi, un petit peu moins, mais on entend néanmoins qui parle du burn-out de la belle-mère. Alors, ce terme n'existe pas, mais moi j'ai fortement envie de l'inventer. On pourrait alors parler du burn-out belle-maternelle ou du burn-out de la marâtre. La belle-mère, la belle-maman, la marâtre, la vilaine, la compagne à papa, celle qui a si mauvaise image dans les contes de fées de notre enfance, mais aussi et encore toujours dans notre société. La belle-mère est bien souvent victime d'appréhension, de jugement. Sa place est loin d'être simple et elle n'en retire que peu de reconnaissance. De nombreuses belles-mères viennent alors me contacter avec ces mots, ou devrais-je parler de mots MAUX, en disant « épuisée, je suis exténuée, je n'en peux plus ». Ou encore « vidée, je me sens vidée ». Il me semble que je fais une dépression, mais je sais pas. J'ai l'impression de vivre sans cesse sous stress, sous tension. Je n'ai plus l'énergie de rien. Je n'ai plus l'énergie de la colère. Je suis à bout. Voilà, ça c'est des phrases que j'entends très régulièrement. Au moins la moitié des femmes que j'accompagne me disent ça. Lorsque je parle alors de burn-out, certaines s'effondrent en me disant que oui, elles se sentent en burn-out, avec personne pour les comprendre, personne pour les entendre, mais bien du monde pour les juger. Alors que le burn-out parental ou professionnel est facilement reconnu, les personnes qui le subissent sont alors assez souvent entourées, accompagnées, reconnues dans leur douleur. Mais la belle-mère, elle, lorsqu'elle parle de burn-out, elle est parfois raillée. D'autres fois, on lui rappelle que si elle a choisi l'arbre, elle doit accepter les branches. On lui dit qu'elle a choisi cette situation, que c'est comme ça qu'elle doit prendre sur elle. Lorsque l'on parle du burn-out parental, il est courant d'entendre des phrases bienveillantes comme « c'est difficile d'être parent ». Lorsque l'on parle du burn-out de la belle-mère, il y a encore bien trop souvent, en tout cas à mon sens, une tendance au jugement. Elle le mérite un peu, non ? Elle en fait trop, elle a qu'à en faire moins, elle a qu'à se détacher, c'est pas ses enfants. Elle rencontre parfois un peu d'empathie, mais si peu de personnes pour comprendre, pour l'aider à se sortir des sables mouvants dans lesquels elle se sent enlisée. Alors attention, que l'on ne se méprenne pas sur mes intentions, je ne suis pas là pour victimiser la belle-mère en difficulté. Je voudrais plutôt inviter chacun d'entre nous à ajouter plus de nuances dans les situations, sortir du monde binaire, du bien, du mal, ou de la victime et du bourreau, pour voir ce que chacun ou ce que chaque situation a de richesse et de profondeur. Sortir de tout jugement pour essayer de comprendre, se comprendre, apprendre et s'entendre. Oui, ça fait beaucoup de « endre ». Thomas Dansembourg, dans son livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai » que je vous recommande plus, a écrit « Lorsque je juge, je ne m'interroge ni sur moi-même ni sur l'autre. Au contraire, je me sépare de mon être profond et de l'être profond de l'autre en restant dans mon espace mental. Le jugement fige, congèle la réalité. » Donc, maintenant, quels sont les signes d'un burn-out de la marâtre, comme je l'appelle ? Cette liste ne va pas être exhaustive et il n'est pas obligatoire de remplir toutes les cases pour être en burn-out. D'ailleurs, moi je crois que c'est pas tant... je pose jamais de diagnostic et j'invite les gens à pas forcément en faire. Par contre, l'idée c'est de savoir si vous vous sentez
être en burn-out, si vous avez ce sentiment, si ce mot vous parle. Pour moi, c'est ça qui est précieux derrière cette étiquette que je peux poser là. Par conséquent, si vous observez chez vous certains de ces signes, ils doivent surtout vous faire prendre conscience que quelque chose ne va pas et qu'il est temps de prendre soin de vous. Alors bien sûr, les symptômes énoncés juste après là ne sont pas forcément dus à un burn-out, mais la somme de ces symptômes peuvent y faire penser. Premier point, les premiers signes peuvent être le stress, la fatigue, l'agacement, la sensation d'être débordé et avoir des comportements nerveux. Un autre signe peut être les troubles du sommeil avec des insomnies, des addictions aux somnifères, des angoisses nocturnes, des difficultés à s'endormir avec des pensées angoissantes et tristes qui tournent en boucle. Encore un point, les douleurs diffuses, digestives, maux de ventre, de tête, problèmes de peau, variation de poids, hypertension, fatigue chronique. Il y a même des belles-mères que j'ai accompagnées qui faisaient des ulcères. Autre point, détérioration du rapport aux autres, donc avec de l'agressivité, de l'agacement, le lien aux autres s'effrite, que ce soit avec les beaux enfants, les conjoints. Combien de belles-mères viennent me dire « mais je ne me reconnais pas, j'ai l'impression d'être un monstre, un dragon ». Autre point, des pensées négatives et honteuses. Alors c'est pareil, combien de belles-mères arrivent avec un sentiment de honte et de culpabilité. Autre point du coup, la culpabilité, sensation d'être nul, avec un manque de confiance en soi, et une baisse de l'estime de soi et de l'image de soi. Autre point, les émotions telles que la tristesse, la colère, la peur. Ces émotions deviennent envahissantes avec une hypersensibilité, un sentiment d'impuissance, de pessimisme, un état dépressif, une indécision, le sentiment de ne pas avoir le contrôle sur sa vie. Ça, c'est des mots que j'entends souvent. Autre point, du coup, il en résulte, tout ça en général, des comportements tels que de l'agressivité, de la violence, de l'irritabilité, de la frustration, avec un repli sur soi, une impulsivité. Et pour finir, il y a un blocage, une incapacité à faire évoluer sa situation, à agir. Elle vient de me voir en disant « mais j'ai l'impression que c'est un cercle vicieux, je tourne en rond et dans une spirale où je m'enfonce de plus en plus ». Violaine Guérito, dans son livre La fatigue émotionnelle et physique des mères, le burn-out maternel, a écrit « Cette phase d'épuisement est atteinte par le corps suite à une exposition à un état de stress continu qui perdure dans le temps et qui finit par user toutes nos réserves d'énergie. Nous nous sentons alors submergés, dépassés par les événements, et la capacité de notre corps à répondre efficacement à cette menace est très sérieusement compromise. Nous sommes à bout de nos forces physiques et émotionnelles. » Le burn-out de la marâtre se rapproche, à mon sens, du burn-out maternel. Violaine Guérito parle alors de 3 stades du burn-out maternel que je vais adapter ici aux belles-mères. Donc c'est quoi ces 3 stades du burn-out de la belle-mère ? Le premier stade est un épuisement physique et émotionnel. La belle-mère a l'impression d'avoir une énorme charge sur ses épaules, elle se sent comme devant une montagne infranchissable, mais n'a pas la force d'en faire le tour. Elle se sent comme enlisée, fatiguée, vidée. Émotionnellement et physiquement, son corps crie par tous les moyens un besoin urgent de prendre soin d'elle. Le deuxième point, c'est une distanciation, un détachement. Malgré tout ça, la belle-mère se sent dans l'obligation de continuer à faire. Elle va alors se couper d'elle-même et des autres. Comme si elle se dissociait, elle va se distancier physiquement et émotionnellement de ce qu'elle perçoit comme la source de son stress. Donc les beaux enfants, le conjoint, l'ex. C'est vraiment un mécanisme de survie. Le risque à ce stade-là, c'est que la relation avec son conjoint ou ses beaux enfants s'abîme et qu'elle se sente encore plus mal qu'elle ne l'est déjà. Elle ne s'épanouit pas ainsi, mais ne sait pas comment faire autrement. Le troisième stade, c'est le reniement, l'abandon et le repli sur soi, avec un affaiblissement de son efficacité, de sa confiance en elle et de ses relations dans sa famille recomposée. Elle est épuisée, elle perd confiance en elle, en sa famille, elle est prise parfois par de fortes angoisses, de doutes, elle peut s'autocritiquer fortement ou reporter toute la faute sur les autres, sur les beaux enfants, sur le conjoint, sur l'ex, il n'y a plus de nuance. Elle se sent parfois victime des autres et quand on se sent victime, le cerveau réagit au stress par l'attaque, la fuite ou l'inhibition. En pensant que tout est de la faute des autres, elle ne retrouve plus les ressources nécessaires à un changement.
Alors, les causes possibles du burn-out de la belle-mère maintenant. J'aime pas faire une généralité de cas particuliers, donc j'aime à rappeler que chaque situation est unique et singulière. Je vais énoncer certaines causes qui peuvent amener au burn-out, mais il est évident qu'il est quelque chose de complexe et qu'il appartient à chacune d'en découvrir les causes qui seront toujours très personnelles. Une des causes, c'est une charge mentale importante. Certaines belles-mères n'arrivent pas à se sortir d'une charge mentale importante. Elles sont prises par des il faut que, je dois, qui les grignotent à petit feu. Une autre cause, elles font passer les besoins des autres avant les leurs. Certaines belles-mères pensent qu'elles doivent prendre sur elles. Elles font passer leurs besoins après ceux de tous. Parfois, elles tombent alors dans l'extrême inverse après, dans une phase où elles font passer leurs besoins avant ceux des autres. Il peut exister une difficulté à réaliser que les besoins de tous peuvent être satisfaits sans sacrifice. Un autre point, l'imprévisibilité des événements et des situations. La famille recomposée, c'est parfois beaucoup d'incertitudes. Les belles-mères se retrouvent alors en situation de stress constant. Que va-t-il se passer? Que va-t-il arriver? Suis-je en danger? Vais-je réussir à tenir ce week-end? Elles sont parfois exclues des décisions. En fait, elles, du coup, à ce moment-là, elles ne contrôlent pas leur vie, ou en tout cas, elles ont vraiment un sentiment qu'elles ne contrôlent pas leur vie, pensent être dépendantes des autres, et ça, c'est source de fortes angoisses. Il y a aussi l'absence de reconnaissance. Elles ont alors la sensation de faire beaucoup et de n'avoir que peu ou pas de reconnaissance en retour. Pire encore, parfois, elles reçoivent de la négativité, des jugements en échange de ce qu'elles donnent. Autre point, l'absence de soutien physique et émotionnel. Elles se sentent parfois terriblement seules, attendent un soutien du conjoint, mais aussi de la part de la société. Elles se sentent incomprises et finissent parfois par se taire, par peur de perdre l'amour de l'autre ou d'être jugées. Ou de se juger d'ailleurs. Une envie de bien faire avec un rôle idéalisé de ce que devrait être une belle-mère. Parfois, elles accordent une grande importance à leur rôle de belle-mère. Elles voudraient être parfaites, réussir ce challenge. Quand tout se passe pas comme prévu, quand l'estime de soi ou la confiance en soi est fragile, la chute, elle peut être terrible. Dernier point, une difficulté à trouver de l'aide. Il existe bien des livres et des professionnels pour accompagner les mamans. D'ailleurs, elles sont accompagnées dès leur grossesse et il en existe très peu pour les belles-mères. Donc elles se retrouvent sans ressources, sans soutien. Et d'ailleurs, j'ai pour projet de faire un podcast et un article sur tous les livres qui existent pour les belles-mères. Voilà, parce que je sais que c'est compliqué pour elles de trouver des ressources. Alors, comment sortir du burn-out de la marâtre? Le burn-out, qu'il soit professionnel, parental ou de la marâtre, nécessite bien souvent un accompagnement professionnel. Selon les situations, cela peut être un ou une psychologue, un ou une hypnothérapeute. Moi, j'accompagne moi-même des personnes en burn-out et j'oriente vers d'autres professionnels si j'ai besoin, si je sens que voilà, il y a quelque chose, par exemple, de l'ordre de l'inconscient à aller travailler. Je vais orienter par exemple chez une hypnothérapeute. Bref, moi je vais essayer ici de vous donner quelques pistes pour sortir d'un burn-out de la marâtre, mais si vous sentez que vous en êtes à ce stade et que vous n'arrivez pas à vous en sortir seul, n'hésitez pas à aller demander de l'aide. Donc premier point, prendre conscience que l'on fait un burn-out. La première étape paraît évidente, mais en fait elle est essentielle. Réaliser votre état, se rendre compte que ça va pas. Cette prise de conscience peut s'accompagner d'un état des lieux de la situation afin de comprendre les causes de ce burn-out. Deuxième point, prendre la responsabilité de notre état. Il ne s'agit pas ici de dire que vous êtes entièrement responsable de votre état, de chercher un coupable, mais plutôt de dire que vous êtes la seule personne qui puisse vous en sortir. En fait, il y a une différence entre responsable au sens coupable et responsable avoir du pouvoir sur. L'idée n'est pas de dire que vous êtes coupable de votre situation, mais que vous avez du pouvoir sur votre situation. Prendre la responsabilité de son état, c'est prendre la responsabilité de ses émotions et de ses besoins. Lorsqu'on réalise qu'on est responsable de ses besoins non satisfaits, on cesse d'espérer que les autres les remplissent pour nous. On redevient alors acteur de notre vie et non pas objet des autres. Et là, j'entends souvent les petites voix des belles-mères qui viennent me dire « Mais Sarah, mais ça veut dire que mon compagnon ne va pas contribuer pour moi, que je vais devoir me débrouiller toute seule ?» Non, bien sûr que non.
Euh, c'est plus de l'ordre de reprendre du pouvoir et que vous avez la responsabilité de votre bien-être et qu'il est possible de faire que l'extérieur n'impacte pas votre intérieur. Prendre la responsabilité de nos besoins, comprendre que nous pouvons y répondre par nous-mêmes, c'est se donner la chance de se sortir du rôle de victime. Notre cerveau sort alors des 3 modes dans lesquels il a pu s'enliser, l'attaque, la fuite ou l'inhibition. Parce que si on reste coincé dans un statut de victime, nous n'avons pas de pouvoir. Euh, Troisième point, un travail sur les émotions et les besoins pour se ressourcer. Moi, pour ça, je propose tout un travail sur les émotions et les besoins. C'est le début de mon programme. Comprendre toute la palette de sentiments qui vous animent, vous accorder de l'empathie par vous-même ou avec un professionnel compétent, parce que l'empathie, il y en a qui ne savent pas ce que c'est, qui ne savent pas se l'apporter. Et mettre en lumière aussi tous les besoins qui ne sont pas remplis et qui font que vous êtes dans un état de douleur aujourd'hui. Quand on parle de besoins, on pense souvent à se nourrir, à boire, à dormir, mais nous sommes des êtres humains et comme tous les êtres humains, nous avons bien d'autres besoins à prendre en compte pour nous sentir épanouis. Je prends quelques exemples, mais des besoins d'amour, de respect, de considération, de réciprocité, de connexion, de partage, de sécurité, par exemple. Faire ce travail, c'est aussi un bon moyen de faire le ménage entre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Par ailleurs, lorsque l'on se trouve en situation de burn-out, se ressourcer est essentiel. Il existe de nombreux outils pour ça, par exemple la méditation pleine conscience, la cohérence cardiaque, l'auto-hypnose, un travail sur un focus sur votre focus. La liste peut être vraiment longue en fait, et à chacun de choisir quelque chose qui lui correspond. Mais à mon sens, voilà, c'est une des premières étapes. Et d'ailleurs, je voudrais ajouter que pour moi, c'est aussi pour ça que je dis souvent que la belle méritée, à la fois met au fluo toutes nos failles, nos blessures, nos parts blessées, nos fragilités, et en même temps, ça nous permet aussi de nous renforcer et de transformer tout ça. Quatrième point, travailler sur sa confiance en soi et son estime de soi. Donc ça, pareil, ça fait partie de mon programme. Les belles-mères en burn-out se sentent vidées, insécurisées. Donc travailler la confiance en soi, leur estime d'elles-mêmes, c'est vraiment leur donner l'occasion de se re-remplir d'elles-mêmes, de se sentir plus solides. Elles prennent alors leur place, sans violence, sans agressivité, sans avoir la sensation de devoir se battre. Parce que c'est très inconfortable pour elles d'être dans des rapports de force. Et il y a d'autres moyens de prendre sa place. Cinquième point, lâcher prise et faire le deuil. Donc c'est quoi lâcher prise? C'est un moyen de libération psychologique consistant à se détacher du désir de maîtrise, dit le Larousse. Le lâcher prise, c'est renoncer à ce que l'on ne peut pas contrôler, mettre de côté nos attentes, nos désirs, nos projections et nos ruminations afin d'accepter pleinement les événements auxquels nous sommes confrontés. En gros, pour résumer, pour faire une petite métaphore, c'est arrêter de lutter contre des moulin à vent. C'est arrêter de dépenser son énergie là où on n'a aucun contrôle, aucun pouvoir, pour remettre son énergie là où on a du contrôle et là où on a du pouvoir. Moi, je crois que c'est une jolie manière d'être dans le présent aussi, de s'attacher à nos besoins et non à nos désirs et envies. Le lâcher prise rime aussi avec acceptation, avec pardon, et demande parfois de faire le deuil de ce à quoi on peut tenir. Et je sais que quand je pense à deuil, je sais que bon nombre de belles-mères traversent le deuil d'être en famille classique et font le deuil de la famille classique. Moi, je suis pas une grande partisane du lâcher-prise très en vogue aujourd'hui parce qu'on en vient à une injonction au lâcher-prise qui est contre-productif à mon sens. Donc c'est vraiment pas le sens de mon propos aujourd'hui. Vous dire lâcher-prise sans aucune explication est, à mon sens, juste anxiogène et culpabilisant, agaçant même, si on n'y arrive pas et si on tient prise. Je voulais vous dire aujourd'hui aussi que c'est toujours pour une bonne raison. Alors, les bonnes questions à se poser seraient peut-être à quoi on s'accroche, pourquoi on s'y accroche, est-ce qu'il y a un vide en dessous ou juste une nouvelle vie avec plus de liberté. Imaginez-vous, vous tenez à une branche très fort, mais vous fermez les yeux tellement vous avez peur. Alors, du coup, vous ne voyez même pas la branche. Vous ne savez pas si elle est solide. Vous ne savez pas non plus s'il y a le vide en dessous. Vous ne savez pas ce qui va se passer, si vous lâchez. Alors vous vous accrochez fortement. Et c'est souvent ce qui arrive aux belles-mères
Enfin, vous l'aurez compris, pas de s'accrocher à des branches, hein, tout ça n'est qu'une image, mais de s'accrocher à des choses qu'elle n'arrive pas à lâcher. Donc faire un travail sur le lâcher-prise, c'est un travail de deuil sur ce qu'on ne pourra pas changer. Et à mon sens, ça permet de se libérer. 6e point, renforcer son couple et son couple parental. Parce que dans nos familles recomposées, les sujets sensibles et susceptibles de créer des tensions dans le couple sont fréquents. Les enfants, l'ex ou les ex, les plannings, la gestion du quotidien, la compréhension de l'autre, les finances, l'éducation. Le temps de construction du couple avant de construire un couple parental n'existe pas ou peu. Donc ce qu'on peut appeler la lune de miel, l'étape de fusion du couple, n'existe pas ou peu. Les tensions sont alors nombreuses, chacun essaie de s'affirmer, de se faire entendre, de se faire comprendre. Et pourtant, le couple, c'est vraiment la base de votre famille, les racines solides de l'arbre que vous construisez ensemble. C'est avec un couple solide que les épreuves sont traversées sereinement. C'est avec un couple uni que les enfants peuvent trouver leur nouvelle marque. Votre couple, c'est aussi la graine de votre famille. Il faut en prendre soin pour lui permettre de développer ses racines. Tout a commencé par ça et il ne doit être négligé, à mon sens, sous aucun prétexte. Renforcer son couple, c'est aussi se ressourcer et se renforcer soi. C'est aussi parfois réussir à trouver un équilibre de la charge mentale ou un soutien, une aide précieuse pour sortir du burn-out. Moi, je crois beaucoup à l'importance de renforcer son couple en famille recomposée. C'est pour ça que j'ai créé ce que j'ai appelé le kit Les Essentiels, composé de ma conférence sur comment renforcer son couple en famille recomposée, ainsi que les 12 clés de la communication dans le couple pour passer de la théorie à la pratique et transformer les épreuves de la famille recomposée en quelque chose qui peut être une richesse, renforcer son couple et pour avoir un couple plus solide et uni. Donc il sera prochainement sur mon site si ça vous intéresse. 7e point, trouver de l'aide, du soutien. Donc pour finir, c'est important de se faire aider, de trouver des personnes qui savent être en empathie et sans jugement. Donc il existe par exemple des communautés de belles-mères, car qui peut mieux vous comprendre qu'une belle-mère. Voilà, il y en a plein qui disent il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Donc voilà, malheureusement, il arrive parfois que même entre belles-mères, d'ailleurs, les jugements vont bon train. J'invite vraiment alors celles qui sont en difficulté à s'entourer de personnes qui sauront leur apporter du soutien. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Belle-Mère de la douleur à la douceur dans votre famille recomposée. On essaie vraiment, avec les autres admins et modératrices, de maintenir un groupe qui fait attention à tout ce qui est jugement, critique, attaque. Vous avez la possibilité de publier en anonyme aussi. Et ça peut peut-être vous permettre de rencontrer des belles-mères. 8e point, se recentrer. Pour finir, moi je vous propose une citation de Thomas d'Ansembourg pour vous recentrer et prendre du temps pour soi. Avoir une vraie qualité d'écoute à soi-même, sans jugement, sans chercher à changer quelque chose, est un outil de ressourcement et de découverte de soi important. On trouve ça normal de faire le contrôle de sa voiture, de devoir faire des mises à jour pour son ordinateur, de nettoyer sa cafetière. On pense encore qu'il est légitime d'annuler un rendez-vous parce que nous avons une réunion importante pour le travail ou encore parce que nous devons nous occuper de documents administratifs. Mais nous nous imaginons qu'il ne serait pas légitime d'annuler un rendez-vous en disant que nous avons besoin de faire le bilan de notre état physique, psychique et émotionnel. C'est alors que l'on pense que notre corps, notre être, nous n'avons pas besoin de faire un check-up de notre relation à nous-mêmes, de notre état interne, de nos envies, de nos douleurs. Est-ce que tout ça n'est pas absurde, dit Thomas d'Ansembourg ? Est-ce que l'essentiel ne serait pas déjà nous ? Donc pour terminer, je vous propose un petit extrait encore du livre de Thomas d'Ansembourg dans Cessez d'être gentil, soyez vrai, où il dit « Je propose la méthode suivante. 3 minutes, 3 fois par jour, d'écoute de soi-même sans jugement, sans reproche, sans conseil, sans tentative de solution. 3 minutes pleines de présence à vous et non à vos projets ni à vos préoccupations. 3 minutes pour faire le point de votre état des lieux intérieur sans essayer de rien changer. 3 minutes pour vous relier à vous-même, vérifier que vous vous habitez bien. C'est de cette qualité de présence à vous-même que pourra naître la qualité de présence à l'autre. » Voilà.
C'en est fini pour ce numéro sur le burn-out de la belle-mère. Si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à me contacter, à venir me parler, à regarder les espaces ressources que je peux proposer, que ce soit sur YouTube, dans mon blog, ou sur Facebook, ou sur Instagram, ou dans mes podcasts. Ça sera avec joie. En tout cas, si mes mots vous parlent, si vous vous sentez rejointe, c'est avec plaisir que j'accepterai d'échanger avec vous. J'aime beaucoup échanger avec les belles-mères et j'aime beaucoup contribuer pour elles au maximum, que ce soit par mes programmes bien sûr, parce que je sais qu'ils apportent des transformations qui sont importantes et je suis toujours en joie de voir ça, mais voilà, j'aime aussi partager et donner de manière gratuite en redirigeant vers des ressources et c'est toujours un plaisir de discuter avec des belles-mères et j'allais dire en particulier, c'est pas vraiment le mot, mais pour celles qui sont vraiment en souffrance, qui se reconnaissent dans cet article, je sais à quel point ça peut être précieux de trouver tout simplement une écoute et se sentir vue. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée dans le monde de la belle-mérité et dans votre monde tout court. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ces sujets vous intéressent et si vous appréciez mon travail. À bientôt!